Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les caractéristiques techniques des objectifs. Ceci nous sera utile pour mieux comprendre leur fonctionnement et nous permettra également d'être plus au fait en vue d'un futur achat. L'objectif est un élément capital de votre appareil photographique. C'est en effet par lui que passe la lumière indispensable à la réalisation de vos images. Ce tutoriel vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de votre ou vos objectifs. Il vous sera également utile si vous souhaitez acquérir un nouvel objectif. Ce serait en effet bête de se tromper et de gaspiller de l'argent. Voyons donc de quoi est constitué un objectif et quelles sont ses caractéristiques techniques. L'objectif est constitué de diverses lentilles plus ou moins qualitatives. Le but de ces lentilles est d'acheminer la lumière provenant de la scène à photographier vers votre capteur. Il est aussi équipé d'un diaphragme dont le but est de laisser passer plus ou moins de lumière. Certains objectifs disposent de joints d'étanchéité. On dit alors qu'ils sont tropicalisés, c'est-à-dire plus ou moins résistants aux poussières et à l'eau. Suivant les marques et le type d'appareil, il existe un nombre impressionnant d'objectifs à des prix bien différents. Qu'est-ce qui justifie cela? Comment s'y retrouver et choisir le bon objectif? Sachez tout d'abord que suivant les marques, les prix peuvent varier de façon importante. À qualité équivalente, certaines marques sont bien plus chères que d'autres. Le prix des objectifs est en grande partie justifié par le nombre et la qualité des lentilles, meilleures elles sont, plus elles sont onéreuses, la qualité de construction, en métal, en plastique ou un mix des deux, le type d'objectif, zoom, focale fixe, grand angle, téléobjectif, etc., le type de capteur auquel ils sont destinés, plus il est grand, plus ils sont chers, et enfin par la combinaison de ces divers aspects. Pour bien choisir un objectif, vous devez en outre absolument vous intéresser aux caractéristiques techniques de celui-ci. Voyons donc cela. Tout d'abord, il existe des objectifs à focale fixe ou des objectifs zoom à focale variable. La focale est la distance entre la lentille et le foyer de votre appareil. Plus celle-ci est grande, plus votre objectif est imposant. La focale joue aussi un rôle important. C'est elle qui détermine l'angle de champ et la perspective que vous allez percevoir dans votre viseur ou sur votre écran de contrôle. Voyons cela sur le schéma suivant. Comme vous le voyez, pour une certaine focale, mon angle de champ présente une certaine valeur. Je constate aussi que pour une certaine distance entre mon plan de scène et le capteur, une partie de la scène est saisie suivant cet angle de champ. Si je ne bouge pas et que je diminue ma focale, l'angle de champ s'agrandit comme vous le voyez sur le schéma. Par conséquent, la partie de la scène capturée par mon appareil est elle aussi plus importante. A contrario, si j'augmente ma focale, le champ se réduit et la partie de scène capturée est plus étroite. Illustrons cela à l'aide d'images. On considère qu'une focale de 50 mm sur un capteur full frame donne le même angle de champ et la même perspective que si vous regardiez la scène à l'œil nu. Lorsque vous utilisez une focale plus courte, votre angle de champ s'agrandit et votre objectif voit donc plus large que votre œil. La perspective est aussi modifiée. Les différents plans constituant la scène semblent plus éloignés entre eux qu'ils ne le sont en réalité. A contrario, une focale plus longue réduit l'angle de champ. Ici, les perspectives sont écrasées, les objets des différents plans semblent plus proches qu'en réalité. J'aborderai dans une prochaine vidéo différents aspects liés à la taille du capteur et notamment ce que l'on nomme le crop factor. Il sera donc important de la visionner en complément de ce tutoriel. En attendant, retenez ceci. Un objectif zoom à focale variable vous donne donc l'équivalent d'un parc optique de sa focale la plus courte à la plus grande. En ayant à l'esprit les aspects de champ et perspective cités auparavant, il vous permet de photographier une partie de scène plus ou moins large sans bouger. Si vous vous déplacez, vous augmentez encore les possibilités d'angle de champ couvert. Pour un objectif à focale fixe, vous connaissez ou vous apprendrez à connaître la façon dont il déforme les perspectives ainsi que son angle de champ. Vous pouvez évidemment ici aussi photographier une partie de scène plus ou moins large à condition de vous déplacer. Mais que ce soit pour un objectif zoom ou un objectif fixe, il est parfois impossible de se déplacer où l'on veut. En photo d'intérieur, vous êtes bloqué par les murs de l'édifice. En animalier, vous ne pouvez pas toujours vous approcher aussi près que vous le voudriez. En paysage, vous êtes parfois bloqué par des éléments naturels ou ne souhaitez pas que ceux-ci apparaissent dans votre cadre, etc.
En fonction du type de sujet à photographier, bien choisir sa focale est donc un élément déterminant. Nous y reviendrons plus tard. Après la focale, la deuxième caractéristique principale d'un objectif est son ouverture maximale. Celle-ci est notée sur l'objectif et renseigne le diamètre maximal d'ouverture possible du diaphragme. Plus ce chiffre est petit, plus vous pouvez ouvrir votre diaphragme et donc faire en sorte qu'il y ait de la lumière qui touche le capteur en un laps de temps donné. Lorsque l'on a une grande ouverture, on parle d'objectifs lumineux. On considère que ces derniers sont lumineux pour des ouvertures inférieures ou égales à 2.8. L'échelle d'ouverture se présente ainsi. C'est une échelle logarithmique. Chaque fois que vous passez d'un nombre à l'autre en allant vers la droite, vous diminuez par 2 la quantité de lumière reçue par le capteur. En allant à gauche, votre capteur reçoit 2 fois plus de lumière à chaque palier d'ouverture. Notez cette particularité, plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Notez qu'il existe des valeurs intermédiaires, soit indiquées par demi-palier comme ici, soit encore indiquées par tiers de palier comme ici. Prenons par exemple deux objectifs, un avec une ouverture à 5.6 et l'autre avec une ouverture à 2.8. Si je regarde l'échelle, je constate que celui à 5.6 est 2 paliers plus haut que celui à 2.8 et par conséquent, il est 4 fois moins lumineux. En général, plus l'objectif est lumineux, plus il est lourd et cher et meilleure est sa qualité. L'ouverture joue un autre rôle fondamental. Plus elle est grande, autrement dit plus le chiffre est petit, plus la profondeur de champ, autrement dit la zone de netteté de votre image est faible, et inversement. Notez que l'on peut profiter d'une faible zone de netteté pour créer un effet artistique. En effet, cela permet d'isoler le sujet du reste du décor en rendant les parties d'image hors de la zone de netteté plus ou moins floues. Cette technique photo est très prisée pour les photos de portrait ou de macro par exemple. Le flou résultant de cette particularité est appelé le bokeh, mot dérivant du japonais bokeh, et que l'on peut justement traduire par flou. La qualité de celui-ci dépend du diaphragme de votre objectif. Celui-ci est constitué d'un assemblage de lamelles plus ou moins important. Le nombre de lamelles détermine le rendu du bokeh. Cet aspect est donc à prendre en compte si vous êtes un adepte du bokeh. Plus il y a de lamelles, en général à partir de 8 et au-dessus, plus le rendu du flou est esthétique. Lorsqu'il y a moins de lamelles, on a tendance à voir des formes géométriques dues à ce faible nombre de lamelles qui rendent par conséquent le flou moins esthétique. Tout est évidemment une question de goût. Pour conclure cette digression sur le flou et sans entrer dans les détails, sachez que la zone de netteté dépend de 3 paramètres. Premièrement, de l'ouverture. Plus votre objectif a une ouverture maximale importante, plus vous allez pouvoir réduire la zone de netteté et ainsi réaliser des effets de flou plus prononcés. Deuxièmement, de la focale. Plus elle est grande, moins la zone de netteté est grande. Et troisièmement, de la taille de capteur. Plus elle est grande, moins la zone de netteté est grande. Par conséquent, suivant votre appareil, votre objectif et l'ouverture de celui-ci, vous obtiendrez un flou plus ou moins prononcé. Si vous êtes un adepte du flou, assurez-vous d'avoir un objectif disposant d'une ouverture maximale importante afin de maximiser vos chances. Revenons justement à présent à l'ouverture maximale indiquée sur l'objectif. Sur une focale fixe comme ici, il n'y a qu'un seul chiffre, ce qui signifie que votre ouverture est constante. Remarquez que l'ouverture est souvent notée par le chiffre 1 suivi de 2 points et ensuite le chiffre d'ouverture. Sur un zoom, vous avez deux possibilités. Soit il n'y a qu'une seule valeur d'ouverture comme ici, et on dit alors que le zoom est en ouverture constante, soit il y a deux valeurs d'ouverture indiquées comme sur cet exemple, et on parle alors d'ouverture coulissante. Dans ce dernier cas, la première valeur est à mettre en correspondance avec la plus petite focale de votre objectif et la seconde avec la plus grande. Ce qui signifie que sur ce zoom 18-135 mm, ouverture 3.5 à 5.6, votre zoom à la focale 18 mm a une ouverture maximale de 3.5 et à la focale 135 mm, une ouverture maximale de 5.6. Entre 18 et 135 mm, l'ouverture varie entre 3.5 et 5.6. Retenez qu'un tel objectif est plus de 2 fois plus lumineux à sa plus petite focale. J'ai pris du temps pour parler de ces deux caractéristiques, type d'objectif et ouverture, car elles ont une importance capitale. En effet, elles déterminent le type de photo que vous allez pouvoir faire. De plus, en fonction de votre boîtier, chaque objectif est plus net et subit moins d'aberrations à certaines focales et certaines ouvertures. Un site comme DxOMark
vous donne de tels renseignements ainsi que bien d'autres. Alors n'hésitez pas à le consulter. Pour poursuivre et résumer, voyons les avantages et inconvénients des objectifs à focale fixe et des objectifs zoom. Commençons par les avantages de la focale fixe. La formule optique d'une focale fixe est plus simple à mettre en œuvre que pour un objectif zoom. Et par conséquent, ce sont en général des objectifs de très bonne qualité. Ils ont une ouverture maximale fixe et de par leur construction, on peut en trouver des bien plus ouverts que les zooms. Ils sont aussi en règle générale plus petits et légers que ces derniers et enfin leur coût est souvent bien moindre. Les inconvénients: un objectif à focale fixe vous donne un angle de champ et une perspective donnée par sa focale. Certains objectifs étant compatibles sur différents types de boîtiers, notez que ces aspects seront différents suivant la taille de votre capteur photo. Pour un tel objectif, il faut donc se déplacer pour cadrer. Ou alors vous allez devoir rogner votre image en post-traitement et donc perdre en nombre de pixels. Une seule focale et donc un seul objectif limite vos choix créatifs. Il vous faudra donc certainement acheter d'autres objectifs. Voyons à présent les avantages des objectifs zoom. Tout d'abord, la polyvalence. Vous cadrez plus facilement. Votre créativité en est facilitée. Avec un seul objectif, vous disposez de plusieurs focales et donc de plusieurs angles de champ et de perspective pour un même objectif. De même que pour les focales fixes, ces aspects sont influencés par la taille du capteur. Les inconvénients: la formule optique est plus complexe. Par conséquent, ils sont souvent de moins bonne qualité. En général, ils sont moins lumineux que les objectifs fixes. Il en existe cependant d'excellents, mais leurs prix sont souvent très élevés. En outre, ils sont souvent lourds et encombrants. Enfin, méfiez-vous des zooms avec une grande étendue de plage focale. Ils sont souvent plus que moyens. Disons enfin un mot sur la stabilisation. Présente ou non sur les objectifs, celle-ci permet de réduire le flou de bouger. Lorsque vous faites une photo, vous êtes obligé d'adapter une vitesse assez rapide afin d'éviter que vos inévitables tremblements ne se voient sur l'image et provoquent ce que l'on nomme un flou de bouger. Évidemment, nous ne sommes pas tous égaux. Certains arrivent à être plus stables que d'autres. Une règle simple à retenir est d'opter pour un temps de pause plus rapide ou égal à 1 sur la focale de votre objectif pour un capteur full frame. Pour un autre capteur, vous devez multiplier la focale par le crop factor. Exemple, pour un objectif 100 mm sur un full frame, ne descendez pas sous le 1 centième de seconde. Pour ce même objectif sur un APS-C Nikon, ne descendez pas sous les 1 150e de seconde. La stabilisation de l'objectif permet de prévenir les micro-tremblements et on dit souvent que l'on gagne entre 2 et 4 stops. Si je reprends l'exemple ci-dessus, je pourrais descendre ma vitesse entre 1 25e et 1 6e de seconde sur mon full frame sans risquer de voir un flou de bouger. Pouvoir baisser la vitesse est très utile lorsque la lumière vient à manquer par exemple. Pour conclure et en terminer avec les objectifs, voici quelques exemples de types d'objectifs nécessaires en fonction de vos envies photographiques. Vous faites du paysage? Vous aurez besoin d'objectifs fixes ou zoom en grand angle, 24 mm, ou ultra grand angle inférieur à 24 mm. En général, vous voudrez une zone de netteté maximale et donc l'ouverture sera moins importante. Rien n'est cependant absolu. Vous aurez peut-être envie de faire du paysage avec faible profondeur de champ ou encore au téléobjectif. Pour le portrait, vous voudrez certainement un objectif avec une focale entre 50 et 100 mm. Celui-ci devra être lumineux afin de jouer sur la profondeur de champ et ainsi isoler le sujet. Soyez attentif à la qualité du bokeh et donc au nombre de lamelles composant le diaphragme. Pour l'architecture intérieure, il vous faudra un objectif lumineux. En effet, il fait souvent sombre et vous ne pouvez pas toujours utiliser un trépied. Vous souhaiterez certainement disposer d'un grand angle. Pour le sport ou l'animalier, il vous faudra plus que probablement un objectif avec une grande focale et stabilisé. Pour du sport en salle, il devra en plus être très lumineux, etc. Bref, sachez qu'il n'existe pas d'objectif à tout faire, vous devez faire des choix. Il est donc essentiel lors de votre achat de savoir quel type de photo vous allez privilégier. Enfin, notez que si votre budget est serré, il vaut mieux investir dans un bon objectif que dans un bon appareil. Or, on fait souvent l'inverse.
Pourtant, un bon objectif sur un appareil moyen donnera de plus belles images qu'un objectif moyen sur un appareil haut de gamme. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.